présentation, mes rapports avec Jean Dubuisson étaient ceux que peut avoir tout client avec son donc je remplaçais Georges-Henri et chaque fois où il était parti, c'est qu'il était très fréquent, à la mesure où il était à l'époque, pendant longtemps, directeur de l'ICOM. Et même certaines réunions ont eu lieu avec le ministre, avec André Malraux, où il n'était pas là. Donc je le remplaçais. Donc je faisais ce que je pouvais. Cela dit, j'apprenais mon métier en même temps que j'assistais Georges-Henri en servant d'intermédiaire. Donc, quand je revois les images que Madame a bien de projeter, je veux dire qu'il y en a certaines qui me font mal. Quand je vois par exemple la galerie culturelle avec les morceaux de poutres pas encore posés, métalliques pendant le chantier, c'est comme si je le revoyais maintenant. Et pourtant, c'est 62, 63, peut-être même 64. J'aurais voulu assister sur quelques points, quand même, avant qu'on me questionne, qui ont été, disons, un peu des âges de ce chantier, parce que quand même 10 ans pour faire un musée, c'est beaucoup. Hein. Alors, il y a deux raisons principales que je retenu. La première, c'était le voisinage du président du jardin d'acclimatation, de la société du jardin d'acclimatation Maurice Barrès, c'était son titre. Ce président était Marcel Boussac, directeur du Jour de France et grand romaniste textile. Or, Boussac avait horreur de l'architecture contemporaine et il aurait voulu il imaginait que de faire un musée des arts et traditions populaires auprès de son je dirais même, je crois, dans la vision de son appartement qui était de Maurice Barrès, aurait conduit l'architecte à faire un bricolage de maisons, colombage, avec du musée, d'un peu plus grande dimension. Et donc, il a fallu lutter quand même politiquement, Jean-Henri, heureusement, avec quand même une bonne relation, pour arriver à imposer le projet de Dubuisson, dès le début. La deuxième raison, ça a été le fait que c'était le début de la 5e République, nous sortions de la 4e. Pour donner une idée de ce qu'était la motivation, la sensibilisation de la 4e République à l'égard de la culture en général et du patrimoine en particulier, je rappellerai simplement que vers 52, je crois, les Britanniques ont rendu à la France, ont voulu rendre à la France un bateau rescapé de la bataille de Trafalgar. Les Français, je ne sais qui, ou l'histoire qui s'occupait à ce moment-là des Beaux-Arts, avec peut-être une certaine consultation, et peut-être aussi même les députés ont étudié la question, ils se sont dit non, c'est encore tombant, et ils ont coulé dans la Manche. Quand on pense aux millions que les Anglais ont mis pour remettre en état un des bateaux de Trafalgar, justement, et celui sur lequel est mort l'amiral, ou que les Suédois ont mis aussi pour sortir de l'eau et remettre en état j'ai oublié son nom tout d'un coup. Le bazar. Le bazar, voilà. On a un peu honte quand même. Mais enfin, voilà, c'est pour dire que la culture, alors à plus forte raison sans doute les arts et traditions populaires, puisque c'était le nom qu'on donnait aux collections ethnographiques à l'époque, n'était pas la priorité de tout gouvernement, parce qu'on a eu beaucoup, de la 4e République. Et Malraux, héritant de cette idéologie, disons, en fait, Malraux n'avait pas d'argent. Hein. Déjà, le personnel, il avait récupéré du personnel, des administrateurs des dom-toms qui disparaissaient à ce moment-là, puisque le concept de colonie. Mais pour ce qui est des financements, c'était la même chose. Donc, quand il fallait se battre à la fois pour les idées et pour les crédits, c'était quand même très difficile. C'est ce qui explique à la fois la durée de ce chantier et le peu de difficulté de financer. Je me souviens, de temps en temps,
l'Association générale des conservateurs, lorsqu'elle avait ses réunions à Paris, mettait dans son programme la visite des ATP, et à chaque fois, on me demandait, je disais, écoutez, chaque jour qui passe nous rapproche de l'émigration. C'est tout ce que je pouvais répondre. Il était impossible de fixer une date. J'ai un souvenir sur les chiffres. Vous avez donné très justement le chiffre total en 65. Heureusement, ensuite, il y a eu le financement des galeries. Et bon, le premier chiffre qui me reste à l'esprit, c'est celui de la petite maçonnerie. Oui. C'était 350 000. Et francs anciens. Francs anciens, pas euros. On a pris, ensuite on a ouvert l'enveloppe, la première enveloppe pour l'électricité, et tout le budget est passé. On dépassait même le total. C'était le deuxième prix qu'on ouvrait, c'était 450 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc on avait, je crois à ce moment-là, 850 000 nouveaux francs. Hein, et avec ça, on essayait quand même d'imaginer un musée fini. C'était quand même très difficile. Donc, les réunions se sont multipliées, il fallait certaines qui ont eu des conséquences assez pénibles. Babot, heureusement, il croyait. Je me souviens, une fois où il était venu sur le chantier, bon, il a fait un choix auquel j'avais indirectement fait allusion. Lorsqu'on a parlé de la climatisation et qu'il a fallu choisir dans les crédits, et qu'on avait passé pour tout faire, il a dit bon, choisissons les collections, tant pis pour le personnel. C'est ce qui nous a amené, au début des années 70, à demander à Kodak d'étudier une solution pour protéger les vitres et isoler un peu les bureaux pendant la période estivale. Bon, le Burido était peut-être encore un peu à l'étude, c'était BSN, il me semble, oui, qui avait fabriqué le vitrage. Mais bon, on essuyait quand même les plates dans certains domaines, et en même temps, aussi bien Rivière que du Buisson exigeait toujours la meilleure technicité dans le résultat. Même si le financement n'était pas acquis. Je me souviens que nous avions contacté les grands spécialistes de la sonorisation pour l'auditorium. Puis au dernier moment, les crédits ne sont jamais venus, donc on n'a pas pu obtenir la réalisation. Pour par exemple, bien avant la RMN, on avait étudié le contrôle automatique des entrées, avec balance, les effectifs dans la salle et tout ça, ce qui se fait couramment maintenant. Mais jamais la RMN n'a financé l'impression des tickets. Les portillons ont été installés selon les plans de Buisson, mais jamais la suite n'est venue. Voilà quelques exemples sur ces problèmes, ces difficultés de financement. Vous les avez envoyées, elles sont intéressantes. Quelques photos que vous avez donc envoyées ici au musée des ATP en 1973. Et puis ensuite d'autres images. Alors ça c'est l'ensemble du bateau de Berck. Dans la vitrine duquel on aperçoit un peu le bas, je crois, sur la gauche, le bateau est en touché. Sur le matériel duquel Jean-Henri est en train de travailler avec, d'une part, notre, je vais dire designer, pour prendre un mot trop moderne comme les autres, et, je vous signale que ça peut vous intéresser, Baudouin, qui était le fils de l'architecte. François Baudouin, qui lui s'intéressait à l'histoire de la batellerie, et il habitait Conflans, et de la pêche. Et alors là, c'est vraiment un... c'est vous à gauche. Oui, c'est moi à gauche, chevelu, barbu, vers la fin du chantier, avec le chef de l'équipe de menuiserie, de la menuiserie des vitrines, ceux qui ont fabriqué les vitrines, je vais dire un mot d'ailleurs, et à droite, Jean-Henri, qui avait offert aux ouvriers quelques bouteilles de champagne que nous avons partagées avec eux. Et alors là, encore plus mauvais, c'est une photo que j'ai prise, parce que il se trouve que lors de la première exposition d'architecture qui a eu lieu au Louvre, à Pompidou,
Metz. Il y avait un film que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, et dans lequel j'ai aperçu donc Dubuisson avec moi en train de faire des commentaires sur le musée des ATP. J'ai donc regardé mon téléphone, et puis cette photo est vraiment très mauvaise. Hein. On sait très bien que les images de films ne donnent pas de résultat, puisqu'elles sont faites pour marcher en appellation. Vous n'êtes pas tout à fait pareil. Et donc ça se doit situer en... Alors je ne sais pas si c'est 1912 ou 1915, c'est-à-dire la première inauguration ou l'inauguration de la galerie culturelle. Mais à l'époque, bon, on avait le fluo et la connaissance, et le principe. Donc Dubuisson avait fait son plan pour profiter au maximum de l'éclairage digital en limitant, en tout cas en faisant ce qu'avait fait le musée Gulbenkian. Or, Gulbenkian fonctionnait déjà depuis quelques années et Rivière et Dubuisson, l'un comme l'autre, se sont rendus compte que c'était la ruine et que les ATP n'auraient jamais les moyens de fonctionnement dont pouvait disposer Gulbenkian et que donc il fallait vraiment, je ne sais pas qu'il pourrait y avoir en plus, parce que c'était beau de faire des lanterneaux, mais il fallait ensuite un système d'œil électrique sur chaque lanterneau pour régler l'éclairement en fonction, avec les panneaux, en fonction de l'incidence du rayon solaire. C'était, je crois que, je ne me souviens pas si un chiffre a été avancé, mais c'était impossible, évidemment. Donc, Dubuisson a gardé ses lanterneaux, mais il a fait une terrasse par-dessus. Donc, avant d'oublier, vous m'avez fait le relais un peu vite, je voulais dire que pendant toutes les étapes, enfin, peut-être pas les premières années, mais très vite, je suis quand même assez vite, Dubuisson était relayé pour les réunions et pour les travaux d'ailleurs, pour les travaux sur la planche, par Michel Josserand. Ils travaillaient vraiment ensemble très intimement et j'ai finalement eu affaire peut-être plus souvent à Josserand parce que Josserand bougeait beaucoup moins que Dubuisson évidemment, donc quand il se passait des choses à Paris, c'était souvent lui qui remplaçait Dubuisson.